2/3 des propriétaires de résidences secondaires, ils ont plus de 60 ans. Mais c'est ça la clé. Il faut que ça corresponde à ton mode de vie. Si c'est la purge de devoir y aller, alors ça, c'est fini. Sur l'aspect un peu psychologique et mode de vie, il faut vraiment se dire qu'on va y aller souvent, et notamment avec des potes aussi. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous y voilà avec Pierre Chapon. Salut Pierre, ça va ? Et toi ? Très bien, je suis très content de te recevoir de nouveau sur La Martingale. De nouveau parce que tu vas faire partie des rares à être au 3e épisode. Je me demandais si j'avais peut-être eu, alors que je porte très haut en estime, Marc Fiorentino, que tu connais probablement, mais je me demande s'il n'a pas fait 2 Martingales et 1 Génération du Yourself ou je sais pas. Sinon, il doit y avoir Nicolas Chéron et Grégory Raymond sur les cryptos et la bourse. Je crois qu'au moins Nicolas en a fait 3, je suis quasiment sûr. Et Grégory aussi. Donc voilà, tu vois, t'es dans un top 3 des invités à revenir souvent, quoi. Donc bienvenue, je suis ravi de te revoir. Avec plaisir. Alors nous, on a parlé récemment pas mal d'IMO, parce que toi, tu es le patron de Préto, on va rappeler après ce que tu fais. On a parlé pas mal d'IMO, des SCPI notamment, et est-ce qu'il faut emprunter, est-ce qu'on peut emprunter pour acheter dans des SCPI, qui était un vrai truc que j'ai toujours pas fait d'ailleurs, mais j'ai retraité un peu le sujet, parce que j'ai essayé depuis, et j'ai pas forcément réussi avec ma banque. On m'a indiqué une banque qui était dans le Nord, ça te parle ça Ouais. Champagne ou non, c'était Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine, voilà, qui fait ça. Exactement. Je les ai pas contactés, mais il faudrait peut-être que je le fasse, ou que je passe par toi d'ailleurs, en l'occurrence, par Avec Préto. plaisir. Et l'autre sujet qu'on avait traité, c'était faut-il acheter ou louer sa résidence principale. J'avais adoré cet épisode, je vous le recommande si vous l'avez pas écouté, parce que en France, on se dit évidemment, il faut acheter sa résidence principale, c'est chez moi, donc plutôt que de donner mon pognon à un propriétaire tiers, et ben voilà. Et ben dans cet épisode, on va vous répondre que pas forcément. Ça dépend de plein de choses, plein de situations, de philosophie, plein de choses. Et j'avais adoré cet épisode. Je crois qu'il a bien marché. Tu m'as dit aussi, t'avais reçu pas mal de pas mal de bons retours. Très cool. Bon, alors aujourd'hui, après, on va dire la résidence collective, comment on appelait ça en Russie, là où tu vivais beaucoup là, ça te parle pas? Kolkhoz. Le kolkhoz, qui est la SCPI, où j'achète à tous ensemble plein de trucs. Après la résidence principale, on va passer sur un sujet qui fait sens, la suite, la résidence secondaire. Ça te parle, toi, la résidence secondaire ? Oui, ça me parle, ouais. On va en parler, mais je suis plutôt jeune, donc j'étais un peu dans la mouvance post-Covid des Parisiens qui ont franchi le pas, donc ouais, ça me parle, j'en ai une. Et donc j'adore ce sujet. Ouais. Alors on va parler de pourquoi, comment, peut-être comment on chope les infos, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les pièges, et aussi parce que ça c'est ta spécialité, comment on la finance. Mais moi ça m'intéresse parce que en fait j'ai financé déjà pas mal de choses en pro et en perso, et il y a peut-être un moment où alors c'est marrant, c'est un truc que je disais à mes parents hier soir, mes parents qui sont chez moi en ce moment, et je leur disais de toute façon moi je vais emprunter jusqu'à ce qu'on me dise non, tu vois, c'est un peu ma stratégie du moment. Je me dis attends, 40 ans passés, je vais aller me mettre ras la gueule jusqu'au bout, et puis si à un moment on me dit non, j'arrêterai, tu vois. Et la résidence principale, évidemment, pour moi, comme je disais tout à l'heure, ça m'a semblé évident. Moi, je l'ai fait, mais ça ne l'est pas forcément. Les investissements locatifs, les bureaux, des parkings, un co-living que je suis en train de faire en ce moment. Donc, tu vois, j'y vais. Mais la résidence secondaire, en fait, j'ai l'impression que j'ai tous les signaux pour pas y aller. Et il y a notamment le financement, ça j'y viendrai après, on y viendra ensemble. Évidemment, comme toi, je me suis dit post-Covid, c'est cool, résidence secondaire, je vais aller voir un jardin, je vais pouvoir y aller, etc. J'imagine qu'elle est dans ce qu'on appelle l'intraland, non, à moins d'1 heure de Paris, non ou... Non, 2 heures. 2 heures. Normandie. Ok. Ouais. Et pourtant, j'ai l'impression d'être le seul à me dire ça. Alors bon, ma question c'est pourquoi, comment t'as acheté, et après je vais essayer de te décrire pourquoi moi j'ai pas acheté ou j'y vais pas, et quelles sont toutes les bonnes raisons de pas le faire, quoi. Ouais. Alors déjà pourquoi
c'est un peu un cliché, mais nous, on avait notre premier enfant. Donc, clairement, quand tu as une résidence secondaire, tes loisirs, ça devient un peu moins varié. Du coup, tu vas plus souvent au même endroit. Quand tu as des enfants aussi, tes loisirs sont... Voilà, exactement. Voilà, c'est la même chose. Et donc je ne l'aurais jamais fait avant d'avoir des enfants. Et là, de toute façon, quand tu as des enfants en bas âge... tu pars pas en week-end à Rome à l'improvisation avec ta copine, quoi. Donc le trigger potentiel, ça peut être les enfants. Pour nous, c'était les enfants, surtout quand t'es à Paris, t'as pas de jardin, et donc et c'est encore plus un problème quand t'as des enfants, quoi. Enfin, les gens, quand les enfants ils le savent, c'est pas évident. Donc c'est ça. Déjà. Des gens qui achètent une résidence secondaire sans enfants, très jeunes, je pense que c'est à la marge du marché, quoi. Voilà. Et ensuite, c'était l'envie de verdure, mais aussi, et ça je pense qu'aussi c'est hyper classique, c'est la possibilité de plus télétravailler. Parce que quand, dans le monde d'avant, sans télétravail, l'utilisation de résidence secondaire se limite à départ vendredi soir, retour dimanche soir. Tout le monde part au même moment, c'est des bouchons. On a moins de plaisir que si on peut faire une fois de temps en temps 3 jours, 4 jours. Et ça, je pense que nous, ça a été le déclic. Je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas ça. Le côté vendredi soir, dimanche soir, ça m'aurait saoulé. Ouais. Et d'ailleurs, quand nous, du côté Préto, pour le coup, on a bien suivi le développement du marché des résidences secondaires, on a clairement vu ce boom qui est pour moi le résultat de Covid et possibilité de télétravailler. D'accord, donc toi, tu as ce genre d'infos, tu arrives à voir donc déjà le nombre d'acquisitions qui sont faites. Tu sais si c'est résidence principale, résidence secondaire ? Tout à fait, ouais. Ok. Tu sais le lieu, donc où est-ce que c'est ? Tu sais pas si ça va être loué ou pas, en revanche derrière, si peut-être ? Alors, on le sait seulement si l'emprunteur a besoin de mettre ça en valeur pour faire passer le dossier. D'accord. Si c'est du plus, il nous le dit pas. D'accord. Donc je note, moi, possibilité de télétravail. C'est important, du coup, dans la checklist des choses à avoir, peut-être si tu as un projet de résidence secondaire, que ce soit pour toi ou d'ailleurs, si après tu le fais en Airbnb, on viendra là-dessus. Ouais. Voilà, mais c'est d'avoir une installation, j'allais dire un setup, on va parler en français, faite pour bonne connexion Internet. À fond. Donc fibre idéalement, mais ça, t'as pas partout quand même, fibre. Non, t'as pas partout, mais t'as de plus en plus. Ouais. Ou 5G, ça marche aussi d'ailleurs, la 5G. Ouais. Ou 4G aussi. Ouais. La 4G marche bien, même en visio. Hein. Ouais. Et là, depuis que je suis passé en 5G, du coup, j'ai l'impression que la 4G, c'est la 2G, mais... Non, ça marche. Il y a quand même aussi l'accessibilité. Là, tu dis 2 heures de Paris. T'es où ? T'es dans quel coin, toi ? C'est à côté d'Honfleur, à 10 minutes d'Honfleur. Ok, ouais. Il y a un train direct Paris-Honfleur ? Il y a non, pas Honfleur. Il y a Paris-Deauville ou Paris-Pont-l'Évêque. Ok. D'accord, donc sinon... C'est à 20 minutes du coup de la gare, en voiture. Donc il y a quand même un critère d'accessibilité qui est très important. Il y a quoi d'autre selon toi ? Ce qu'il faut voir, c'est l'accessibilité. Jardin quand même. Ouais. Parce que bon. L'accessibilité, surtout pour des gens pour qui la résidence secondaire c'est nouveau. Pour moi, faut pas être trop loin d'un centre-ville, quand même pas trop loin, parce que le côté perdu dans la pampa, tu vois, rien que si le supermarché il est trop loin, enfin bon, pour moi, c'est important. Et ça veut dire à pied ou en voiture, vélo ? Non, pas forcément à pied, mais à 10 minutes, il faut qu'il y ait des commerces, quoi. Sinon, c'est la galère. Ouais. Et voilà. Il y a le côté bien évaluer l'entretien de la maison, et en fonction du type de bien, l'entretien il peut être plus ou moins coûteux. Il y a le coût, mais aussi plus ou moins pénible à gérer. Ça, faut pas du tout le minimiser. Un immense jardin, c'est bien, mais c'est relou. Bah oui, ouais. En tout cas, ou alors il faut savoir que il y a des frais de jardinage, de délagage et tout. Et c'est pas le kiff de tout le monde, même de gérer des trucs comme ça. Donc faut bien savoir où on met les pieds. Et il faut que la maison aussi, elle ait un niveau de confort qui correspond vraiment à ce qu'on veut en faire. On a parlé de télétravail. Si c'est un peu trop rustique ou pas hyper confortable, pas hyper bien chauffé et tout,
ça va pas. Ouais. Au final, ça peut être lassant. Et donc, faut bien se poser la question, peut-être plus petit, mais avec un niveau de confort qui fait que les week-ends de 3 jours en février, c'est apprécié aussi. T'es content d'y aller. Parce que sinon, le principal critère pour moi, c'est faut y aller régulièrement. T'as pas, si tu vas pas souvent, c'est que ça vaut pas le coup. Et en effet, en fait, c'est un petit peu con ce que tu dis. Pardon. Oui, tout à fait. C'est pas fini. Hein, je vais continuer. non, mais le niveau de prestation entre guillemets a augmenté, même par rapport à nous-mêmes. Je parle pas du marché, c'est-à-dire que tu vois, avant, j'allais potentiellement dans des maisons de famille ou des maisons de potes, t'avais une literie dégueulasse, tu dormais mal, bon, ça allait, c'était ok, c'était une maison secondaire. Aujourd'hui, moi, j'y vais une fois, j'y retourne plus jamais, quoi. Si, c'est vrai, hein, tu vois. Ouais. Et typiquement, les trucs un peu idiots, c'est là où je dis c'est un peu con, mais pouvoir allumer ton chauffage à distance au mois de février, pour que quand t'arrives dans la maison, elle soit chaude, et que tu passes pas, parce qu'avant, moi, j'ai ces souvenirs, t'arrives chez des potes ou dans une maison de famille, t'arrives le vendredi soir, il fait froid jusqu'au samedi matin, ta première nuit, elle est flingué, tu repars le dimanche, t'éteins le chauffage, enfin, t'as vraiment passé 24 heures au chaud et le reste au froid, quoi. Voilà. C'est terrible. Et si en plus tu veux mettre un peu de travail dans ton séjour résidence secondaire, si t'as un confort de ce type-là, c'est mort, quoi. Tu vas le faire une fois, Ce qui veut dire, moi, me donne une petite lumière, c'est me dire, donc il y a des opportunités, des affaires à faire, parce que il y a beaucoup de maisons et d'endroits à transformer comme ça, qui sont vraiment dans des états très rustiques, sur lesquels, en fait, j'imagine, si tu refais les huisseries, les vitres, les portes, les machins, tu refais, évidemment, alors là, je parle d'aménagement, mais la literie, tu fais un truc un peu confort, bien pensé, avec un bon wifi partout, et des bureaux pour bosser, t'arrives à un truc qui a une prestation qui est cool et qui a pris beaucoup de valeur. Ouais, tu crées de la valeur pour toi et revente, et de la revente, location et tout. Après, attention au sujet des travaux, parce que des travaux, quand tu n'y es pas, quand toi tu bosses à Paris ou dans une autre ville, c'est compliqué à gérer. Il faut savoir où on met les pieds aussi. C'est long. Faut être un peu sur place. Enfin, ça, c'est les travaux de manière générale. C'est sûr que moi, quand je fais des travaux ici, bureau, etc., je passais tous les jours sur le chantier. Ouais. Et donc, c'est un vrai projet. Ça, tu l'as fait, toi? T'as fait les travaux? Ah non, justement, nous, on a eu la chance de trouver quelque chose qui était clé en main. On a même racheté les meubles. Tu vois. Okay. Et ça nous a fait franchir le pas aussi. Mais toi, tu vois, moi, je ferais jamais ça, en fait. Justement, je pense que. Parce mais que du coup, t'as acheté à quelqu'un qui a fait la plus-value, du coup. Ah oui. Ouais. Exactement. Mais mais de toute façon, c'est un choix. C'est un achat. De base, c'est un achat plaisir. Bien sûr. Et faut pas minimiser les galères. Donc. C'est un enfer. Et surtout les prix en ce moment des travaux, ça a augmenté énormément. Ouais. Enfin, faut. Oui, du coup, depuis 2 ans, ça, c'était une bonne affaire. On peut vite rêver sur papier en disant il suffit de changer ceci, cela. Faut bien regarder. Les travaux, c'est beaucoup plus cher et il y a plus long, il y a des histoires de délai, tout c'est galère. Voilà. Ok, très clair. Moi, tu vois, ça fait partie de ces choses-là, hein, les travaux, l'entretien. En fait, le trauma que j'ai eu en voyant les maisons secondaires. Donc, moi, je suis comme toi, je suis comme tout le monde. Je me dis, attends, je viens de passer quelques jours en Corse. Je voyais des maisons en bord de mer, je me disais c'est bon, je la veux, tu vois, je veux ça, c'est mon objectif de vie, c'est d'avoir cette maison, tu vois. Et là tu te dis, j'étais sur un paddle, mon oncle, je vais te faire le truc, ferme les yeux. Vas-y. Mon oncle, cette belle plage, super, dans le sud, près de Portich, la plage d'Argent, tout ça, tu te balades, mon oncle Loïc, que j'embrasse, qui ne nous écoute pas, mais que j'embrasse quand même, avec son chien Zilia à l'avant, entre ses jambes d'ailleurs, maintenant il va plus à l'avant. Sur le paddle. Moi j'étais sur mon paddle à côté, alors on va me prendre pour un macho en prenant il se trouve que ma femme était avec moi, ça n'a rien à voir avec le fait que son chien était avec elle avait juste décidé de pas ramer, c'est moi qui ramais, bon voilà. Et puis on regarde avec Lucie cette première maison, puis la deuxième, puis la troisième, et là tu dis c'est plié en fait, c'est mort, je la veux, on va faire ça maintenant, notre objectif de vie c'est faire ça. Et tu retombes un peu les pieds sur terre après, tu dis attends, déjà c'est en Corse, donc c'est quand même pas tout près. Pour venir, faut prendre un avion, un machin. Je te passe éventuellement les histoires de pollution, mais en plus les histoires d'accessibilité. Tu te dis aussi finalement le climat, il fait quand même très chaud en Corse, il pleut plus, il va y avoir des problèmes. Je sais pas s'il y a 20 ans, c'est un bon truc, je sais pas, tu vois.
Et puis après, t'enchaînes, tu dis voilà. Et puis, tu repenses à tes potes qui avaient une maison justement en Corse qui était merveilleuse et qui se disent qu'ils l'ont revendue parce qu'en fait, l'entretien, ça leur coûtait littéralement des dizaines de milliers d'euros par an. Fallait qu'ils fassent des allers-retours de temps en temps juste pour une sombre histoire de fuite dans la piscine ou je sais pas quoi. Enfin, tu dis, c'est lunaire. Et en fait, un autre truc qui m'a vraiment marqué sur ce pote qui avait ça, mon pote Nico, je dirais pas plus, il avait un truc, c'est qu'il était collé là-bas, entre guillemets. C'est-à-dire que t'achètes ça, alors lui, il avait pas encore d'enfant, t'achètes ça, t'y vas un été, t'es hyper content, tu te dis, waouh, je suis chez moi, je suis Mac, c'est charmé, c'est extraordinaire. L'année d'après, t'y vas, t'es content, mais bon, voilà, tu connais, c'est bien, voilà. Puis la troisième année, tu te dis bon, c'est bien, mais en fait, ça fait 3 ans. Puis la quatrième année, t'y vas, mais en te disant j'ai plus très envie d'y aller, j'aimerais bien aller ailleurs. Et puis en fait, à la fin, tu te retrouves avec un truc où en fait, quand je dis t'es collé, alors il s'est mis à la louer, à essayer de machin, mais ça te coûte cher. T'y vas parce que c'est pas parce que t'as envie d'y aller, mais parce que c'est chez toi et que c'est à toi. Et donc je me suis dit à un moment, en fait, c'est bien une maison secondaire. Toi, tu dis quand t'as des enfants, et moi je te répondrais. Ouais, mais c'est bien. Alors, je sais pas pour tout le monde si ça vous intéresse, mais j'essaie de voir aussi l'aspect psychologique et philosophique. C'est bien plutôt, moi, quand t'as 55 ou 60 ans, plus quand t'as des petits-enfants, que t'as déjà beaucoup voyagé, que t'as peut-être plus d'argent et que tu te dis, en fait, je vais en faire autre chose, quoi. Ouais, alors, c'est vachement personnel, hein. Après, je pourrais t'en parler comment moi j'ai vu les choses. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens, effectivement, ils franchissent le pas de la résidence secondaire plutôt plus vieux que nous, hein. Clairement. Le chiffre, je crois que c'est 2 tiers. Je suis pas dans le faux complètement, alors. Non, t'es plutôt normal, quoi. 2 tiers des propriétaires de résidences secondaires, ils ont plus de 60 ans. Merde, je suis normal. J'ai toujours essayé d'être exceptionnel, je suis normal. Mais c'est ça la clé. Il faut que ça corresponde à ton mode de vie. Si c'est la purge de devoir y aller, alors ça c'est fini. Nous c'est un petit peu sur l'aspect un peu psychologique et mode de vie. Il faut vraiment se dire qu'on va y aller souvent, et notamment avec des potes aussi. Ça change tout. Et tu augmentes la taille aussi du truc parce qu'il faut avoir avec des potes, faut avoir quelques chambres, quoi. Ouais, mais c'est pas trop ça qui est. Dans le jardin sous la tente, tes potes. Non, mais en général, t'as un peu de place quand même. Ouais, c'est beaucoup moins contraint le sujet de la place que la résidence principale. Et pour le coup, la Corse, tes copains, ils vont y aller un peu, peut-être une fois l'été, mais c'est pas le truc que tu fais un peu au pied levé le week-end, quoi. Donc l'accessibilité, en fait, c'est fondamental pour ça, pour pouvoir recevoir, je pense. Le côté à 2 heures de Paris, en fait, ça plaît beaucoup à tes potes, surtout ceux qui ont des enfants aussi. C'est ça que j'ai. En fait, le fait d'avoir une maison pas très loin de Paris, ça fait que tu vois plus tes potes qui ont des enfants que si tu restes à Paris. Bien sûr. Et ça, nous, on l'a. Alors, on dit Paris, c'est valable pour Bordeaux, Lyon, toutes les métropoles. Exactement. Mais enfin, voilà, voir ses potes quand t'as des enfants en bas âge dans une grande ville, c'est pas facile. Se voir au parc. Tu vas au resto, au parc. Voilà. Ouais. Alors que là, ils sont contents de venir. Ouais. Leurs enfants eux-mêmes vont aller jouer dans le jardin et tout, c'est cool. Déjà, tu ne vois pas les enfants, donc c'est déjà pas mal. Et puis après. Et donc voilà. Donc ça plaide pour moi hyper facile d'accès depuis ta résidence principale. Et le même sujet d'usage pour toi. Et on va peut-être y venir. Ça rend attractif pour la location c'est partielle. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quand même un gros changement. Il y a eu un gros changement en quelques années. Et il est gros parce qu'on se dirait, mais même il y a 10 ans, Airbnb, c'était pas du tout aussi gros que ça l'est aujourd'hui. Hein. C'est donc, et ce gros changement, c'est vraiment la location saisonnière. Tout à fait. Qui a littéralement explosé, quoi. Donc ça a fait augmenter le prix des maisons aussi, je pense. Mais en l'occurrence, ça te donne un modèle économique. Tu le fais, toi, dans ta maison ? Alors, pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me suis rassuré pour franchir le pas sur le fait que je pourrais le faire. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont exactement dans ce cas-là. C'est tu te dis, bon, si j'ai besoin, je peux le faire. Et puis, peut-être tu le fais pas, mais ça t'a bien servi à te rassurer. Il y a quand même ça. Tu parlais de psychologie. Ouais. En tout cas, moi, ce point-là, il était important pour moi. Mais je l'ai jamais fait encore. Moi, figure-toi que j'avais prévu, alors grosse, j'ai pas réussi à le faire, mais j'avais prévu de faire ça même sur ma résidence principale. Je m'étais dit, en fait, finalement, j'habite à Paris. Paris est la plus belle ville du monde, ou en tout cas une des plus touristiques. Ouais. Quand je pars en vacances, je me suis fait un bel appart. Finalement,
je vais le louer et puis comme ça. Mais le problème, c'est qu'il faut être deux à être d'accord là-dessus. Voilà, et j'étais seul à être d'accord avec moi-même. Et donc, voilà, la deuxième personne encore que je ne balancerai pas ici. Mais donc, et en l'occurrence, c'est un truc de ouf parce que ça peut littéralement te payer tes vacances, en fait, de louer ça. Donc, et une fois que tu fais ça, en l'occurrence, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si tu fais des belles prestations, est-ce que ça fait quoi? Ça t'amortit la maison? Ça peut te la rembourser? Tu peux gagner de l'argent à la fin? Ouais, je pense. J'ai pas fait les calculs, mais je pense, oui. S'il y a vraiment une attractivité liée à l'accessibilité et tout, le niveau de prestation, si on se met à la place du locataire, ouais, je pense que ça peut bien être rentable. Il y a aussi un autre point, c'est que si tu fais de la location partielle, tu peux être amené à l'outsourcer un peu la gestion de ça avec des services de conciergerie. Ouais. Du coup, serviettes. Voilà, mais du coup, il faut être dans une zone qui est assez dense pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la bonne offre. Ouais. Si tu es dans une belle zone, c'est bien, mais voilà. Et du coup, quand tu as ça, en fait, au-delà du financier, ça te fait un peu une gestion aussi de l'entretien pour toi. Clairement. Et donc, le voir comme ça. Une même meilleure prestation pour toi-même. Exactement, en fait, exactement. T'arrives, t'as les lits qui sont faits. Où le jardin est fait, tout ça. Ouais, bien sûr. Il y a des gens, ils passent souvent, une ampoule qui est changée, tout ça. C'est des petits détails, mais au-delà du financier, ça te paye ta conciergerie pour toi. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai rené. Je l'ai jamais fait, mais le fait de me dire, je vais pouvoir le faire. Je suis dans une zone, c'est à côté d'Honfleur, donc c'est dense. Il y en a des conciergeries, il y a de l'offre et tout, y compris des choses beaucoup plus haut de gamme que ce que j'ai moi et tout. Je me suis dit, c'est cool. Voilà. Et peut-être qu'à l'avenir, j'aurai besoin de le faire. Parce que l'autre sujet, c'est ça. Alors, on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est que quand tu fais ça, tu peux te dire finalement, l'hiver, je vais aller dans ma maison parce que c'est ma maison, ça coûte pas cher, plutôt que d'aller au ski. Et puis l'été, je vais aller dans ma maison plutôt que d'aller, je sais pas où, faire du surf dans le sud-ouest. Puis du coup, tu finis collé là-dedans. La question que j'allais te poser, c'est est-ce que une fois, alors là, on va parler plus de prêt justement, mais est-ce qu'une fois que tu en as fait une, si tu as un salaire décent mais sans être Bernard Arnault, est-ce que tu peux en acheter plusieurs? Parce qu'on parle souvent d'une résidence secondaire, je connais pas de gens qui ont... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cas de figure où des gens normaux, je veux dire, alors normaux, on va parler, un ou deux cadres qui gagnent leur vie décemment, peuvent avoir une maison à la campagne, une maison au ski, une maison à la montagne? C'est possible, ça, de financer ça avec une banque? Alors, compliqué. Et dans les faits, il y en a très peu qu'on sera. Donc, c'est possible, mais déjà une résidence secondaire, c'est compliqué. Parce que quand tu as... À financer, ouais. Quand tu as une charge déjà sur ta résidence principale, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la capacité d'emprunt complémentaire pour faire la première résidence secondaire. Sauf si tu passes dans en fait, quelque chose qui va être regardé par la banque comme un investissement locatif. Là, c'est différent. C'est okay. Si ta première résidence secondaire, tu la rentabilises très bien par beaucoup de locations, alors là, on est dans le mode de raisonnement plutôt du locatif. Et là, ça se fait. En revanche, ma recommandation, c'est d'anticiper dès le départ et de les placer plutôt dans des sociétés. Donc, une SCI qui peut être logée société elle-même civile immobilière, voilà, qui peut être elle-même logée dans une entreprise type SARL, type un peu holding d'investissement. Comme ça, pour le financement de ce type de projet, on tombe plutôt dans du financement pro que du financement particulier immobilier. Et dans ce cas-là, les logiques sur les taux d'endettement et tout, c'est un peu différent et ça donne de la flexibilité. Alors, moi qui suis là-dessus, on est sur la martingale, on n'est pas non plus un épisode où sur le confort de vie uniquement. J'essaye de voir une strate d'investissement immobilier. Si j'ai 25 ans, 26 ans, je gagne un peu d'argent, que je veux m'acheter une petite maison, parce que tu peux avoir des trucs à pas très cher, quand même, à moins de 100 000 euros, quoi. Enfin, ouais, tu peux. Bon, il y a les travaux, il y a tout ça, mais en fait, je mets ça. Il faut quoi? Je créerai une société, une SARL par exemple. Alors soit tout seul, soit avec un pote ou une copine, ou un truc comme ça. Mais si mettons que je le fais tout seul. Dessous, je crée en dessous. Donc ça, c'est facile. Hein. On va sur Captain Contrat, d'autres. Voilà. Je crée cette société. Je mets comme objet social immobilier. Puis en tout cas, c'est large. Ou investissement. Voilà. En dessous, je crée une autre société qui est une SCI qui, elle, achète le bien. Donc, je ne l'achète pas en tant que Mathieu Stéphanie, mais en tant que société d'investissement secondaire. Et j'achète un bien avec pour objectif de ce bien de le louer principalement. Exactement.
Et ça, donc ça devient plus techniquement une sorte de... Pour une banque, c'est pas une résidence secondaire. C'est un investissement locatif. Moi, en tant que Mathieu Stéphanie, je peux y aller gratuitement dans ce bien ? C'est une très bonne question. C'est pas une sorte d'abus de bien social ou Alors, un petit peu, mais s'il y a de fait une location effective sur une bonne partie de l'année, si c'est pas si c'est pas fake quoi, oui, parce que c'est complètement, on va dire logique qu'il y ait pas de la location à 100%, donc il y a une forme de vacances. Donc oui, pour moi ça passe. Après je suis pas un expert. Tu t'es collé là sur une question. Non mais enfin en tout cas. Non, je sais qu'il y a plein de gens qui le font. J'imagine. À titre perso, je le ferai. Ouais. Ok. Et donc du coup en faisant ça, si j'arrive, mettons que ça me semble pas complètement exclu, une maison. Je fais un truc assez grossier, hein, mais en commençant assez petit, je fais une maison que j'achète. Avec travaux et frais de notaire, 120 000 euros dans un truc donc petit, pas très gros, mais pas si mal placé. Finalement, je peux quand même assez facilement louer 15-20 000 euros par an, enfin, largement, tu vois, non ? À coût de 200 euros la nuit. Ouais, après une maison de ce prix-là. Elle va pas être localisée de ouf. hyper sexy. Donc... En tout cas, tu peux l'amortir. Tu peux l'amortir. 10 000 euros par an. Mais là tu étais presque à 15% de rendement. Si j'ai fait le calcul à la grosse, là, je pense non. Enfin, après, faut essayer de faire son business plan, voir à peu près combien je réussis. Mais aller faire un rendement dans le haut de la fourchette du locatif, du 5-6%, faut tabler là-dessus. Oui, clairement. Et donc, tu fais un 5-6%, en tout cas en dessous de 10, quoi, on va dire. Tu arrives à rembourser ta maison toute seule. Et là, tu peux aller voir ton banquier, lui dire, bon, bah tiens, je vais faire la même chose avec une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, parce qu'en plus, tu le rassures à chaque fois. Plus tu l'as fait, plus il sera prêt à te reprêter. Et là c'est du financement professionnel, c'est-à-dire, j'ai presque une activité Du marchand... Non, c'est pas du marchand de biens. Non, c'est de la maison d'hôte, à la limite. Voilà. Et oui, tout à fait. Faut bien faire le business case avec tous les coûts de gestion et tout, machin, mais oui. Et alors toi, typiquement, tu connais comment on peut emprunter sur ces choses-là. Autant sur le côté de SCI, tu saurais la financer que sur moi en tant que Mathieu Stéphanie, où tu fais plus l'un ou plus l'autre. On fait plutôt le particulier. Plutôt le particulier. Plus le côté particulier. Ok. Donc si je reviens au moins sur ce côté particulier, je viens de voir. C'est quoi le prérequis pour acheter une maison ? Quelle taille ? Quel salaire ? Tu peux me donner un peu les cas de figure traditionnels ? Ouais. Alors, c'est pas donné à tout le monde parce que maintenant, on est assez contraint sur le taux d'endettement maximum qui est fixé maintenant à 35% et depuis le début de l'année, c'est une règle vraiment appliquée de manière stricte. 35% de tes revenus. 35% de tes revenus en mensualité globale. Ça veut dire que si tu as déjà un prêt sur ta résidence principale, disons tu gagnes 3 000 euros, tu as un prêt sur ta résidence principale qui est de 1 000 euros, ça veut dire que tu es à 33, il ne te reste plus grand-chose pour acheter... T'es mort. T'es mort. Faut taxer avec quelqu'un qui a un peu d'argent, qui n'a pas d'emprunt. Voilà, donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est jusqu'à 35%, j'ai une capacité d'endettement complémentaire. C'est pour ça que la plupart des gens le gros du marché, c'est les gens qui ont presque fini de payer la résidence principale qui peuvent le faire. C'est pas pour rien. Ou qui n'achèteront pas de résidence principale, sinon. Ouais, mais dans le 35%, on compte le loyer. Si ton loyer, il est de 1 000 euros dans l'exemple que j'ai pris, tu es aussi à 33% de taux d'endettement. Voilà. Ah ouais. Exactement. J'apprends un truc. Ok, donc il faut vraiment mieux t'endetter que de payer un loyer, quoi, quand même, dans cette case-là, puisque finalement, ok. Exactement. Après, si, avec maintenant l'avènement du télétravail, la maison, elle n'est pas trop loin, il y a des gens qui peuvent expliquer l'investissement comme un achat de résidence principale, alors que peut-être qu'ils vont quand même garder leur loyer derrière. Et là, dans ce cas-là, c'est pas ma recommandation au niveau de la banque, mais la réalité, c'est que il y a pas mal de résidences secondaires qui peuvent s'acheter de cette manière-là. Donc, t'expliques à ta banque. Bon, après, on joue à la marge. C'est une placement de curseur. C'est-à-dire que tu vas dire à un moment à la banque,
j'achète pas une résidence secondaire tu vois, à Trifouilly-les-Oies. En fait, c'est ma résidence principale que j'achète là, puisque je vais y travailler. En revanche, je garde un pied-à-terre à Paris, ou à Bordeaux, ou à je sais pas où, et donc du coup, ça, ce sera ma résidence secondaire. Il faut clairement que derrière, tu la places en résidence principale quand même au niveau administratif. Non. Non. Ok. Par C'est contre, juste pour ton dossier pour la banque. exactement. Mais si tu dis que tu vas garder un pied-à-terre à Paris, là, de toute façon, dans le calcul du taux d'endettement, ce coût du pied-à-terre à Paris, il va rentrer. Il va rentrer. Et donc, pour que ça fonctionne et que, du point de vue du calcul, il n'y ait que Il faut que tu dises que tu déménages là-bas. Tu dises que tu déménages. Et dans ce cas-là, pour la banque, elle va bien faire son travail, elle va essayer de comprendre est-ce que c'est jouable, vu ton activité, effectivement, de t'éloigner de ton lieu de travail. D'accord. Si tu es boulanger, c'est compliqué. Ok, donc un point assez clair. Qu'est-ce qu'elles aiment, les banques, qu'est-ce qu'elles aiment pas justement par rapport à ces achats de résidence secondaire. Ouais. Alors, ce qu'elles aiment globalement, le prêt immobilier, c'est le moyen pour les banques d'acquérir des clients, donc d'avoir la relation. Quand c'est une résidence principale, c'est beaucoup plus logique pour la banque de se dire je vais récupérer toute la relation. Jusqu'à le compte des enfants, il peut passer de la banque d'avant à chez moi. Pour une résidence secondaire, en particulier, s'il y a déjà un crédit de la résidence principale dans une autre banque, la banque, est-ce qu'elle va exiger. Est-ce qu'elle va se dire aussi positivement, je vais récupérer la relation? Souvent pas. Donc, il faut du coup lui montrer qu'elle a des choses à gagner. Donc, soit ça peut être des placements, quand même déplacer des fonds. Par exemple, j'ai mon livret A qui a 20 000 euros, je le mets chez vous. Il faut rentrer dans ce genre de négociation. C'est ça le point clé. Au-delà de ça, on calcule le taux d'endettement et puis voilà. Et le BP, si je leur dis, même si je rentre pas dans cette histoire de résidence principale, je leur dis c'est une des résidences secondaires, mais regardez, là-bas, je la paye tant, là-bas, je peux louer la nuit à temps, avec ses charges, etc. Je vais réussir à gagner 15 ou 20 000 euros par an grâce à le BP, pardon, le business plan, excusez-moi, grâce à mes locations. Je vais la louer tout le mois de juillet parce que moi, de toute façon, au mois de juillet, je travaille, et puis l'hiver, et puis machin. Ça leur plaît? Oui. Après, est-ce que ça baisse ton taux d'endettement dans la projection? Ah oui, ça baisse le taux d'endettement, tout à fait. Après, elle va l'analyser de manière un peu plus conservatrice que toi. Donc, toi, faut que tu le gonfles. Voilà, faut le taux d'occupation, le nombre de nuits que tu penses louer, faut le mettre un peu au max, même si toi, derrière, tu iras peut-être un peu plus souvent toi-même, voilà. Parce qu'après, il décote. Il faut faire des lettres de confort, avoir un agent immobilier en local qui dit ça se loue comme ça s'achète comme ça, il y a des choses... Tout à fait. Ouais. Le mieux, c'est même une étude d'une boîte de conciergerie qui connaît très bien le marché et du coup qui te fait presque un devis. Comme ça, dans le business plan, tu as même les coûts de gestion et les prix par nuit, effectivement. Tu connais, par hasard, j'aurais dû peut-être te demander ça avant, mais même vaguement, le prix moyen d'acquisition d'une de résidence secondaire ou pas? Ouais, c'est un peu plus élevé que résidence principale, mais c'est pas très loin, c'est 280 000 euros à peu près. Quand même. Ouais. Ouais, ok, j'aurais pensé moins. Ouais. Non, ce qu'il faut voir, c'est que il y a une bonne partie du marché de la résidence secondaire, c'est du haut de gamme. Hein. De manière générale, les gens qui achètent des résidences secondaires, c'est de l'argent. Monsieur tout le monde. Oui, tout à fait. Et donc, il y a toute la Côte d'Azur, le Sud-Ouest, même la Bretagne. Enfin voilà, c'est des prix qui sont le littoral, la montagne. Même le tout qui est devenu cher, Honfleur, j'imagine aussi. Ouais, c'est clair. C'est plutôt haut de gamme. C'est de l'investissement vu autrement, du coup, assez patrimonial. Hein, tu sais comment, toi, comment t'as atterri en Honfleur? Tu sais comment chercher? Où est-ce qu'il faut chercher? Où est-ce qu'on trouve Alors, déjà, nous, on avait ciblé cette zone-là pour l'accessibilité, pas loin de la mer, voilà. Donc, c'était pas par hasard, quoi. Ouais. Donc, il y a un point, pardon. Souvent, te réfléchir par rapport à toi-même, si t'habites à
à Besançon ou à Lyon, ou voilà, tu vas te dire, ok, je veux que ce soit puisque c'est quand même un endroit où tu veux aller, Bien sûr. tu veux peut-être louer, il y a d'autres gens qui sont comme toi, te dire, ok, il y a un truc très pragmatique qui est de dire, il faut que ce soit quand même à moins de 2 heures, quoi. Enfin, Exactement. Ouais. Enfin, moi, c'est ma recommandation. Après, il y a des choses un petit peu plus spécifiques. Un petit appartement au ski, du coup, ça peut être plus loin, mais c'est assez spécifique, voilà. Et où on les trouve, il y a rien de spécifique au niveau portail immobilier pour la résidence secondaire, parce que finalement, un bien, il peut être principal ou secondaire en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc, moi, c'était sur PAP. Ok. Mais c'est se loger. Se loger, le bon coin et PAP. De toute façon, c'est un peu les magiques, se mettre des alertes et puis regarder ce qu'il y a. Ou Preto Search, qui agrège exactement. Qui agrège les trois. Qui agrège tout, y compris plein de petits aussi. Donc je vais sur preto.fr et search, c'est ça? C'est ça. Okay. Ou l'App Store ou Preto Search. Ok. Bon, bah très bien. Je vais faire ça. Et après, tu cherches, ça n'a pas explosé les prix parce qu'on en parlait tout à l'heure. Tu me dis que toi, tu as acheté comme tout le monde à peu près à ce moment-là. Ouais. Moi, j'avais fait un épisode avec Philippe Letringue à l'époque pour voir un peu. Lui me parlait donc de l'intraland. Il me disait les choses qu'il faut regarder, c'est moins d'1 heure de Paris ou moins d'1 heure des grandes villes ou 1 heure des grandes villes aux alentours. Là, t'es un peu en dehors. Ce que cherchaient beaucoup les gens, c'est pas devenu complètement débile les prix? J'ai pas d'infos. À mon avis, ça a beaucoup augmenté. Ouais. C'est clair que ça a beaucoup augmenté. Pas que les secondaires, les maisons, globalement, ont beaucoup augmenté ces 18 derniers mois. Les terrasses, les rooftops. Donc, j'ai pas trop d'infos, mais je pense que ça se calme. Et là, avec la remontée des taux d'intérêt, le fait que le taux d'endettement maintenant maximum, comme je l'ai dit tout à l'heure, il devient bloquant, la capacité des acheteurs à financer de la résidence secondaire, elle devient tendue là. Donc à mon avis, ça risque de s'effondrer du coup. Les prix peuvent baisser. S'effondrer, je sais pas. En tout cas, dans les belles zones, tu vois, littoral, montagne, des trucs un peu prime, je pense pas, ça peut baisser. Mais quand tu dis la résidence secondaire, pas très loin, pas très cher, tu vois, pas très prime du coup. Là, pour le coup, c'est un actif qui peut être un peu plus risqué, effectivement, et ça serait pas trop ma recommandation. Ouais, en effet, après, bord de mer, etc., il y a tellement rien que... Ah oui, il n'y a pas beaucoup de bien. Il n'y a pas grand-chose à vendre. Non, ce qui est intéressant, et tu dis, toi qui es de front là-dessus, taux d'intérêt, aujourd'hui, tu es sur quel type de taux, justement on est en tout début juillet 2022 quand on parle. Tout début juillet 2022, on n'est pas loin de 2% là. Ah ouais. Ouais. C'est entre 1,7 et 2,2% en fonction des profils. Hors assurance. Ouais, ça a augmenté sévère. Ah ouais, moi j'étais resté il y a 6 mois à 1%, 1,09, 1,05. Ouais. Ok. En gros, en un an, on va faire x2 à peu près. C'est assez brutal, ouais. Mais en relatif, c'est beaucoup. Après, en absolu, si on prend du recul, sur le temps long, emprunter à 2%, c'est pas... Vaut mieux prendre du taux fixe là en ce moment. Hein. Ça existe toujours le taux variable ou pas? Ouais, ça se fait. En théorie, ouais, mais ça se... Personne ne le fait, quoi. Là, on sort d'une période où c'était tellement bas que ça se faisait zéro. Ouais. Là, avec des taux plus élevés, ça peut. Hein, parce que l'avantage, le mécanisme du taux variable, c'est que ton taux de départ, il est un peu décoté. Ouais. Mais tu peux aussi te retrouver à 4% dans un an, quoi. Exactement. Ouais. Mais en général, moi, le premier investissement que j'avais fait, j'avais pris à taux variable. Il est quand même capé. T'as un taux et c'est capé plus 1 moins 1. Ok. Enfin, certains sont comme ça. T'as pas de boule de cristal, mais les taux et toutes ces choses-là, j'imagine que tu lis beaucoup de choses autour de ça. Ouais. T'as une lisibilité là-dessus où ça va aller, comment, quoi? Alors, je pense qu'ils vont continuer d'augmenter un peu sur le même rythme là sur les 6 prochains mois. Donc, on va clairement dépasser 2 sur les taux moyens. On peut peut-être même s'approcher d'ici 12-18 mois de 3%. Okay. Après, la mécanique, c'est les taux directeurs. Et donc ça, c'est la Fed et la Banque Centrale Européenne. Ouais. Et ce qui peut bloquer sur l'augmentation des taux, en tout cas qui peut mettre un plafond à l'augmentation des taux, c'est en fait l'impact que ça a sur le financement de la dette des États. Parce que avec les montagnes de dette que les États ont, si les taux montent trop,
c'est insoutenable pour le budget des États. Ouais. Et vu que c'est un peu les États qui choisissent, en fait, ça... Ils te disent que pas du tout, c'est totalement indépendant, la Fed est là. Ouais, mais non, oui, c'est indépendant, mais il se pose la question de l'impact que ça a sur le budget des États. Donc, et en Europe, vu qu'il y a des États pour qui ce sujet-là va être très bloquant, même avant la France, en gros, il y a la Grèce, l'Italie, voilà. l'Espagne, oui. Eh bien, je pense qu'à un moment, même s'il y a de l'inflation qui peut perdurer et aller un peu fort, les taux, ils vont pas pouvoir augmenter, sauf à complètement revoir le fonctionnement de la dette des États, mais ça, c'est encore autre chose. Ok. Et la question que je me pose du coup indirectement, on a élargi le sujet au-delà de la résidence principale, secondaire, mais à la fois c'est est-ce que quand les taux augmentent fort, il faut se précipiter sur l'achat, ou est-ce que justement on a un risque qu'avec l'augmentation des taux, les prix de l'immobilier se tassent, voire descendent? Parce qu'on a eu surtout les effets inverses jusque maintenant. Bien sûr. Comme l'argent était gratuit, on achetait beaucoup. Exactement. Et donc ça a fait monter les prix. Alors, tout dépend des types de zones. Si tu es dans des zones tendues, il y a globalement un déficit d'offres de logement dans les zones tendues. Donc, à la marge, l'augmentation des taux, ça peut arrêter la hausse ou faire des baisses, mais ça ne peut pas faire quelque chose de catastrophique dans les zones tendues. En revanche, dans les zones pas tendues, et c'est pour ça que sur le sujet des résidences secondaires, quand tu me dis la petite maison pas chère à 1h30 de Paris, mais qui n'est pas à côté de la gare, ou là, avec la hausse des taux, moi, j'irai pas. Là, faut faire attention. On essaie de trouver des emplacements un peu... bien foutu. Alors, et peut-être que là-dessus, dans l'ensemble, il faut quand même... je vais pas aider le marché, de toute façon, c'est pas moi qui fais le marché, je m'en fous. Mais c'est peut-être pas le moment d'acheter finalement tout de suite. Sauf si tu trouves une très très grosse opportunité. Si je dis ça, pourquoi? C'est que j'en avais parlé il y a longtemps, mais moi j'ai acheté un truc, mon première acquisition immobilière en 2009, pardon. Et c'était un moment où tout le monde se regardait un peu en chien de faïence. Et il y a eu 5, 6, 8 mois où, en fait, comme les taux, alors à ce moment-là, c'était après la crise des subprimes, etc., je pense que ça a réaugmenté, les gens ne savaient pas trop où aller le marché, donc personne n'achetait. Et au bout de 6, 8, 10 mois, ça a baissé quelques semaines, quelques mois. Moi, je suis rentré... Les prix. Ouais. Parce que les taux changent, et les prix changent 6 mois après. Parce que les gens qui sont vendeurs, si tu vends un truc à 200 000... et qu'il part pas, tu dis je le vends à 200 000. On te fait une offre à 150, pardon, tu vas dire non, c'est 200. Et puis on va te faire une offre à 160, tu vas dire bon, ok, 190. Puis à un moment, au bout de 6 mois, 8 mois, tu as besoin de vendre parce que tu as acheté autre chose ailleurs ou je sais pas quoi. Il y a un mec qui arrive à 170 ou 165, ça c'est moi. Et tu fais tiens, vas-y, prends-le parce que de toute façon, j'ai pas mieux. Exactement. Vois. Donc il y a un lag. Et c'est ce qui va se passer. Clairement, là, on est dans une phase où l'augmentation des taux, effectivement, ça freine les volumes. Donc, c'est les gens qui y vont pas, ça bloque un peu parce que les vendeurs n'ont pas encore accepté l'idée que ça doit un peu baisser. Les acheteurs n'ont pas accepté que 2%. Enfin, moi, tu m'as fait un choc là tout de suite, mais ouais. Alors que bon, ça change pas. Faut juste s'habituer, quoi. Ouais. Et après, par contre, c'est quand les premiers plus pas le choix que de vendre suite tu vois, t'as un nouvel enfant, tu divorces, quoi, enfin t'as des choses, la vie fait que à un moment faut vendre, quoi, faut bouger, et quand ceux-là ils commencent à vendre, là du coup ça price et du coup là les volumes repartent, mais effectivement il y a 6-9 mois de un peu d'attentisme avant que les prix corrigent un peu. Ok, bon, écoute, mais ça vient effectivement, et donc est-ce que vaut mieux attendre comme les autres, ça c'est... Toujours, en tout cas, tout dépend si tu penses aussi que le prix est bon et dans les... après, comme tu le dis, dans les trucs très prime ou les choses que tu adores, je veux dire, je sais pas, moi je cherche une terrasse depuis des années à un prix raisonnable, ça n'existe pas. Donc, de toute façon, dans le 17e, là, donc le jour où j'en trouverai une à un prix raisonnable, pas si raisonnable que ça, tu te dis, faut y aller, tu vois, et à un moment, c'est ça. Y a des et après, triggers. on parlait de résidence, on parlait
de résidence secondaire. Oui. Résidence secondaire, le côté de essayer de timer le marché, c'est un achat plaisir. Le plus important, de toute façon, pour la rentabilité d'un investissement immobilier, c'est de garder longtemps, de voir sur le long terme. Donc, le plus important, c'est est-ce que je le kiffe et je vais le garder longtemps, quoi. Alors, en voyant ça, tu vois, récemment, j'ai eu un sponsor, tu dois connaître Alta Casa, qui fait bon, les défonce pas trop, hein, si tu. Mais non, j'allais te demander ce que t'en penses. Ils font t'achètes à plusieurs. Et en gros, t'es quand même sur un truc où tu peux justement peut-être en avoir plusieurs. Ça règle le problème ski, montagne, etc., etc. Normalement, ils te mettent. Enfin, je crois pas. Ils te mettent en lock tout ça. C'est assez bien fait. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? C'est très bien, moi, je trouve. C'est sympa. Non, mais c'est vrai. Enfin, il y a aucun de. Enfin, non, c'est bien. Ça se finance facilement. Je t'avoue que je sais pas. Ok, c'est eux qui s'en occupent, en l'occurrence. C'est eux qui s'en occupent. Je pense que ça se finance relativement facile. Enfin, non, c'est un peu technique parce que y a des multi-propriétaires. C'est eux qui gèrent, ils ont l'habitude. À la limite, ils doivent avoir des garanties derrière. Ouais. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça règle la gestion, ça règle la location, ça règle en fait beaucoup de pain dont je te parle tout à fait. Tout à l'heure. Non, c'est très bien. Je sais pas si ça. Je sais pas si c'est le même marché, en fait. Je me demande si c'est pas des gens qui, de toute façon, achèteraient pas une résidence secondaire complète. Et du coup, ça ajoute, quoi, ça complète le marché. Ouais. Puis sur des niveaux de prestations super cool. Ok, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour de la résidence secondaire. T'es relou parce que ça va me remettre ça sur le haut de la pile, tu vois, entre mon envie corse et tout ça. Non, moi, mon envie, c'est une vue mer. Non, même plus que ça. Plus que la vue mer, c'est un bord de plage, je crois. Mais ça m'inquiète par rapport tu vois, à la montée des eaux. À la montée des eaux et tout. Bah, tu vois, ce côté. Et ce truc climatique, pour moi, c'est un vrai sujet. Hein. Ah, même, je l'ai réfléchi. Sur 20 ans. Ouais, moi, je l'ai pris en compte. Alors. Genre la montagne ou la mer ou le nord de la France, tu te dis c'est peut-être mieux que mais clairement, un endroit où il y aura plus d'eau dans 20 ans, quoi. Ouais, où il fait trop chaud, quoi. Enfin, clairement. Juste, moi, la Normandie, pour le coup, de clim. On a un peu de quoi voir venir, je pense. Et ouais, c'est plutôt dans la bonne tendance, je pense. Ouais. Oh là, qui l'eût cru, quoi. Acheter en Bretagne et au-dessus, on n'aurait peut-être pas dit ça il y a... La Bretagne, c'est trop loin. C'est un peu loin, mais... Enfin, c'est bien pour les Nantais, c'est bien pour d'autres gens. En fait. C'est trop loin pour nous parler. Il y a des Nantais qui nous écoutent aussi beaucoup. Ouais, la côte nord-ouest, Normandie, Bretagne, c'est très très populaire pour la résidence secondaire depuis longtemps. Hein. La proximité de Paris fait que c'est un gros marché depuis longtemps. Ouais, tu le vois d'ailleurs, en effet, tu vois même le Touquet entre Lille, Paris, la Belgique, etc. Tu vois que la zone, tu comprends pourquoi elle price aussi bien, parce qu'en fait, tu es au cœur d'un nœud assez intéressant. Exactement. Et notamment, un des trucs que je vois, alors c'est bien desservi par les trains, etc., mais surtout bien desservi par les routes. C'est un peu con, mais il y a certains endroits où je crois que c'est la 17 ou un truc comme ça, tu y vas facilement, il n'y a personne, il n'y a jamais d'embouteillage, contrairement à Deauville ou ah ouais, mais Toi, tes 2 heures, elles peuvent vite te transformer en 2h30. Ouais, ou 3, ouais. Mais là, du coup, c'est à prendre en compte les bouchons parce que c'est gonflant et la possibilité de télétravailler, ça peut permettre de faire des départs en décalé. Quand tu pars le jeudi et tu reviens le lundi soir. Exactement. Ouais, mais ça marche parce que tes enfants ne sont pas scolarisés. Pas encore, exactement. Voilà. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Ne pas oublier ça quand on achète plus ça, jeune. Ça, c'est sûr. Écoute, moi, je pense que c'est un bon épisode. Je pense qu'en effet, ton trigger d'avoir des enfants, il est intéressant. Je pense qu'en effet, finalement, on peut le voir en contrepoint et se dire, j'y vais y aller plus tôt pour faire une maison un peu différente. Je connais quelques personnes qui ont fait ça là récemment, des plus jeunes. Dans les plus vieux, évidemment, ça semble plus logique et tu as souvent un meilleur pouvoir d'achat si tu as tes enfants en plus qui sont plus chez toi, etc. Ben, ça semble un truc assez évident et assez cool finalement de te dire je vais bosser autrement, vivre autrement, etc. Le côté social, si tu penses que ça va te permettre de plus voir tes amis, en tout cas de pas moins, ça c'est clé parce que sur la durée, c'est ça qui va faire que tu vas bien l'intégrer dans ton mode de vie. Trop bien. Et c'est un achat plaisir, c'est super, même si il y a des
moyen pour le rentabiliser ou un peu diminuer la charge. Mais c'est cool parce que tu sais, avec la martingale, moi je cherche pas juste, mon objectif c'est pas de faire que de la finance perso, c'est de comment bien utiliser ton argent. Et je pense que la résidence secondaire, si tu as bien pris en compte tout ce qu'on a dit aujourd'hui, eh ben, tu peux bien l'utiliser, quoi. Exactement. Et potentiellement être meilleur que toi. Et ce que j'ai fait moi en perso, enfin sur ma résidence principale, c'est la louer bien. Si tu fais bien ça aujourd'hui, je pense vraiment que tu as c'est sûr. Notre idée de faire des SCI là, ton idée d'ailleurs, le mec s'approprie l'idée des autres. Putain, je suis super intelligent quand même. Et ben, elle est plutôt intéressante, je pense, quoi. Et sachant que ça aussi, tu peux le faire à plusieurs. Bon, alors ça revient à te créer un Alta Casa tout seul, mais c'est ça. C'est ça. Tu vas avoir des employés, puis tu vas le proposer à d'autres gens. Ouais, bon, doucement. On te suit toujours sur Pierre Chapon Préto. Si je tape ça, je vais trouver toi sur ton LinkedIn par exemple. Ouais. Exactement. Tu publies pas beaucoup hein, quand même, si un petit peu. Pas énorme, mais en tout cas, il y a que là que je publie. Ok. Bon voilà, Pierre Chapon LinkedIn. On va sur Préto.fr, voilà, pour faire des simulations de prêt. Tout à fait. Et là-dessus, tu donnes une réponse en combien de temps ? Assez instantané. Il y a une première simulation anonyme, gratuite, qui dit faisable, pas faisable, et qui donne les taux du marché très précisément pour le projet simulé, c'est 3 minutes. Ça te prend 3 minutes, ok. Et même sur du secondaire et tout. C'est automatisé, Ok. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a un service d'accompagnement expert en visio, par téléphone, pour les gens qui souhaitent aller plus loin. Et si je veux avoir le résultat, il faut que je laisse mon adresse email ou pas ? C'était déjà la question, je crois, avant. Ou pas ? Et non. Et non, donc je suis pas garanti d'être saoulé par Préto si jamais je... Non, parce que tu sais, il y avait ça pendant longtemps. Oui, je vais t'envoyer ta réponse par mail et puis derrière, on te harceler. Non, nous, on l'a pas fait. Après, on doit faire des A/B tests avec certains types de flux où on le demande, certains on le demande pas, mais globalement, non. Et globalement, on te saoule pas, tu viens pas me saouler après pour me forcer la vente. Non. Cool. Et les banques t'aiment bien ? Ils sont contents que tu leur envoies des clients ou ils se disent je préfère le faire en direct ? Alors, les banques, elles aiment bien faire les deux, grosso modo, et elles ont bien raison. Ton modèle, toi, tu gagnes de l'argent où ? Auprès du client, 1490 € de frais si je veux uniquement si ça va au bout, et une commission touchée par la banque pour le fait d'avoir amené un client sur un plateau, qui est de l'ordre de 0,5% du montant du prêt, entre 0,5 et 1% en fonction des cas, mais en moyenne 0,5%. Du montant du prêt, donc sur les 2%, tu peux prendre la moitié presque ? Ah non, parce que c'est 2% par an. Du montant du prêt. Exactement. Ok. Bon, bah écoute, très clair. Préto.fr. T'as une martingale, toi, Pierre ? T'as ton petit péché mignon d'investissement ? Et c'est un peu lié à la résidence secondaire. Moi, c'est avoir du plaisir et faire quelque chose qui m'intéresse et où il y a un intérêt pas que financier. Parce que pour bien investir, faut se pencher sur les trucs, faut étudier, faut sentir les choses. Et moi, c'est la manière de le faire sans que ça soit trop pénible. Voilà. Je comprends te dire, en fait, souvent quand on a souvent un peu ce qu'on appelle le FOMO, le fear of missing out, quand tu croises un pote qui a donf sur un truc et qui a fait plein de super trucs. Lui, il est à donf, donc ça le passionne. Et toi, t'arrives souvent en plus bien trop tard, donc c'est un mauvais investissement quand tu le suis. Faut pas le faire. Et faut essayer plus de se dire, ok, moi sur quoi je veux me mettre à donf. Et c'est vrai que c'est pas con les résidences secondaires. Du coup, brigade du kiff, tu vois, te dire ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Mais, une de chaque, montagne, mer, campagne, et puis voilà, tu t'es fait kiffer. Quoi. Et se dire que tu fais un investissement qui est pas débile financièrement, et que à chaque fois que tu y vas, tu trouves ça beau et t'es content, et moi je trouve ça cool de placer son argent comme ça. Très bien. Je pense penser à chaque investissement en effet que vous faites. Moi, je l'ai fait aussi sur des bureaux. On a fait des super trucs aussi, même ici, mais à chaque fois se dire on se fait kiffer. Et alors du coup, j'allais réagir en me disant pas les cryptos, mais à la fois les cryptos, tu te fais pas kiffer, mais moi j'aime bien le côté comprendre. Tu vois, cette souveraineté, on en a parlé ici, mais les outils que ça te permet de créer autour du Web 3. Mais c'est pareil, il faut y passer un temps monstrueux et c'est exactement. Alors pour le coup, comme je t'ai dit, pour moi, tu vois, je suis pas très sophistiqué comme investisseur, mais il faut comprendre. Et pour le coup, les cryptos, moi, j'ai pas compris, donc j'ai pas fait. Non, mais c'est ça. J'allais te dire, du coup, tu vas pas sur les cryptos, mais il y a des gens qui prennent un énorme plaisir à aller dessus, à essayer de comprendre dans les détails ce qui va marcher, pourquoi ça va pas marcher, etc. Et donc, quand tu y passes du temps, en fait, tu comprends et généralement, tu
tu fais de meilleures affaires. Cool. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Très intéressant, as usual. Je t'invite dans 50 épisodes. Du coup, réfléchis bien à ce dont tu veux parler. Ça marche, je te dirai. Qu'est-ce qu'on peut faire après les SCPI, les résidences principales, les résidences secondaires, c'est la question, quoi. Bon, allez, je vous embrasse. Merci pour ces messages, pour la martingale, ces échanges sur le Discord. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à être inscrits sur cette newsletter qu'on propose toutes les 2 semaines. Voilà, et puis vous êtes aussi beaucoup à écrire aux invités, à leur poser des questions, ça leur fait plaisir. Donc n'hésitez pas à écrire à Pierre à droite à gauche. Avec plaisir, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, voilà, parce que c'est vraiment sympa de créer toutes ces communautés tous ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine. Mettez une petite note sur la martingale sur Apple Podcast, c'est très bien, avec un commentaire très sympa, 5 sur 5. Si vous y pensez, c'est cool. Et puis, bonne semaine. Ciao, ciao, bisous. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.